quand je suis dans le train ou que je suis à vélo, que je vois le paysage défiler, je commence à rêver et je me dis waouh, on imagine des choses, hein, on imagine des histoires. J'aime bien retranscrire ça en graphisme, j'aime bien permettre aux gens cette balade mentale, quoi. Tout naît de l'imaginaire, c'est l'arme la plus puissante quoi, qu'on ait pour raconter des histoires. Ce qui est la clé de tout ça, un mec qui raconte des histoires, et l'imaginaire il joue beaucoup, ouais. Je m'appelle Perrin Remonté, j'ai 28 ans et j'habite à Brest où je mène une activité de cartographe indépendant. Le travail que je fais en carte, c'est explorer l'intersection entre la science, la poésie, la géographie et les lieux. J'essaie de trouver cette espèce de superposition un peu magique qui se produit, qui sont plutôt orientées vers la géographie physique, la mer, les forêts, les rivières, ces choses-là qui sont cruciales aujourd'hui dans nos écosystèmes. Je suis un grand rêveur. À l'école, je passais mon temps à dessiner dans les marges, dans les carnets, partout. Mais bon, finalement, je suis content d'avoir, en dépit des mots dans le carnet ou des choses comme ça, d'avoir continué à dessiner un peu partout parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose, quoi. C'est la rêverie éveillée qui donne lieu à ces idées-là. Ça, c'est aussi le rôle de l'ennui, je pense. Quand j'étais petit, j'habitais dans un petit village d'Ille-et-Vilaine. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Et on n'avait pas encore j'ai l'impression d'être très vieux en disant ça, mais on n'avait pas encore de smartphone et on n'avait pas de TikTok. Donc on était amené à s'ennuyer. Je me souviens je sais pas combien de fois je m'ennuyais tout le temps. Je voulais voir mes parents en disant que je m'ennuyais, quoi. Je voulais jouer à l'ordinateur, je voulais jouer à SimCity 4. Justement pour imaginer des villes, pour imaginer des trucs, quoi. Mais sur ce temps-là que j'avais et qu'on était nombreux à avoir, je pense, à rien faire, on prenait une feuille, on commençait à dessiner, on commençait à inventer une histoire avec des personnages, et voilà, tout naît de l'imaginaire. J'aime bien travailler sur les éléments, le sol, les forêts, l'eau. Bon, chacun a sa préférence, hein. Je connais des cartographes qui sont fans de géopolitique, hein, qui vont montrer un peu l'inverse. C'est très loin du sol, hein, la géopolitique. Il y en a qui vont plutôt aimer les données socio-démographiques, qui vont parler des résidences secondaires en Bretagne, par exemple. Moi, j'aime bien ce truc-là vachement proche du sol, hein, ce truc qui dit ça. On a tous dans le cœur un vieux paysage, quoi. Et ce vieux paysage, il est fait de ces éléments. Et d'ailleurs, c'est un courant de la géographie, hein, qui approche la chose par le paysage. Et moi, je m'identifie à ça. Et voilà, une fois qu'on a décrit le paysage, qu'on a décrit les forêts, les rivières, la température et l'eau, tout le reste se bâtit dessus, hein. Alors faut pas être déterministe, hein, tout n'est pas fonction du paysage et des ressources à disposition, mais il y a quelque chose d'élémentaire et de primitif qui me parle beaucoup personnellement. Il y a une carte que j'ai faite qui me fait rire encore. C'est ça l'idée, en fait, c'est toujours s'amuser, hein. C'est très ludique, j'espère. Et si la France devenait une hydrocratie? Donc une hydrocratie, qu'est-ce que c'est? En français, on a le mot thalassocratie, qui est un État qui détient son pouvoir de la maîtrise des mers. L'hydrocratie, c'est la même chose, mais un État qui détient sa puissance de la maîtrise des eaux. Et donc là, j'ai créé une France métropolitaine où les régions sont non plus définies par des critères assez arbitraires et des lignes un petit peu artificielles, mais à la place des régions qui sont basées sur les bassins versants. Le bassin versant, c'est la surface dans laquelle les eaux de pluie vont converger vers les mêmes ruisseaux qui vont former les rivières d'un même ensemble. Donc on a le bassin de la Loire, de la Seine, du Rhône. Donc ça donne la Ligérie, la Sécanie, la Rhodanie. Ça donne des régions naturelles comme ça qui en fait ont vachement plus de sens que les régions administratives, parce qu'on remarque au cours de l'histoire, les empires ont souvent suivi ces lignes de partage des eaux,
parce qu'elles correspondent en fait à des crêtes montagneuses qui arrêtaient les peuplements, qui faisaient une sorte de frontière en fait naturelle. Et donc cette carte, elle invite aussi à se mettre un petit peu dans cette ambiance de fiction semi-utopique, semi-fictive, où là on a des cartes qui explorent plein de scénarios, comme si tous les glaciers fondaient, à quoi la France ressemblerait, ou alors les massifs forestiers, là c'est pareil, les massifs forestiers deviennent des massifs montagneux. Pour faire ces cartes, un peintre va utiliser des pigments comme matière première, un sculpteur de l'argile ou du métal. Moi j'utilise la donnée, c'est vraiment mon médium quoi. Et c'est toujours issu d'une espèce de paquet de 1 et de 0, de coordonnées vectorielles. Ces données, elles sont sous forme géographique et vont être projetées dans l'espace, elles vont avoir des coordonnées de latitude et de longitude. Donc par exemple pour les bassins versants, c'est des polygones, tout simplement. Pour la densité de population, c'est des valeurs qui sont associées à un pixel. C'est toujours des choses comme ça. Et ça, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. De nombreuses personnes font ce cursus de géographie où on nous apprend à récupérer ces données, correctement les interpréter. Voilà, il faut pas faire n'importe quoi avec la donnée. Moi, je fais un peu n'importe quoi, mais c'est la licence créative, on va dire. J'avertis les gens que c'est pas du tout apprendre au pied de la lettre, c'est légèrement scientifique et carrément poétique. C'est ce que je dis pour me dédouaner. Parce que finalement, ces données sont un peu stockées, elles sont pas très mises en valeur, parce que on nous apprend à faire des rapports pour des instituts. Ça sort pas de certaines boucles un peu de spécialistes. Et ce que j'aime bien, c'est apporter ça aux gens, quoi, parce que c'est de la vulgarisation finalement. C'est un petit peu comme montrer une belle photo de l'espace, quoi, qui est lointaine, inaccessible. Nous, on va prendre un truc qui est juste là et on va le mettre en forme pour que ça soit un petit peu beau, quoi. Amener un petit peu de beauté, quoi, dans la donnée qui est pas forcément super sexy au début, quand même. On va superposer, on va croiser. Et de ce croisement, par exemple, croisement entre la population, la forêt, la rivière, on peut dériver de nouvelles choses, on peut créer des sortes de chimères de données, quoi, et ça peut donner des choses uniques et un peu créatives, pas forcément utiles pour le débat scientifique, mais toujours dans ce but d'interpeller les gens, parce que les données, c'est un peu l'ADN des lieux, finalement. Un lieu, il est défini par plein de liens, de relations, d'interconnexions qui sont mesurés et quantifiés par les données, et donc nous, on va mettre ça en forme, mettre ça en chair, quoi. Mon parcours à moi, il était à la base très orienté vers la science géographique et la géomatique. C'est un domaine où on utilise des données pour faire des analyses. C'est très scientifique, c'est très cartésien. Et on nous apprend pas et on nous demande pas de faire des choses qui sont émouvantes, qui sont sensorielles, sensibles ou je ne sais quoi. Moi, ce que j'ai fait, c'est une transgression en partant de ce monde de la donnée, de l'analyse. Vers le monde du sensible et de la carte qui peut toucher les gens, qui peut provoquer une réaction sensible, quoi. Les gens, ça touche à leur enfance, ça touche à leur passé, leurs souvenirs, leur territoire, leur quotidien. C'est proposer ce glissement, en fait, re-remplir les cartes qui sont aujourd'hui très vides, qui sont aujourd'hui très fonctionnelles et utilitaristes. Nous, on a fait de ces cartes des choses vivantes. Vous verrez en feuilletant le livre, ça saute aux yeux, ça vous attaque presque. Elles sont très très remplies de plein de créatures, plein de plantes. C'est l'éditeur qui disait ça. Elles sont contaminées par des éléments vivants. Elles sont pas stériles, elles sont l'opposé. C'est des espèces de boîtes de pétri, quoi, ces cartes. À l'image de ce que sont les lieux vraiment, il faut s'en rendre compte pour les laisser prospérer. Je suis allé vers des idées comme les montagnes humaines. Et si la population devenait topographie? Donc là, pareil, on va prendre la donnée de démographie, la donnée humaine, de peuplement, de densité de population, et on va visuellement la transformer en montagne. Ça donne une carte où Paris, l'Île-de-France, devient une espèce d'énorme pic montagneux enneigé de 50 000 mètres, parce que je crois qu'il y a 50 000 personnes au kilomètre carré, j'ai plus les chiffres en tête, mais... Et à l'inverse, on a des isthmes, on a des détroits, on a des mers, on a la grande mer de la vacuité, c'est la diagonale du vide. Et donc ça, ce glissement de la donnée vers la topographie, ce qui va plus parler aux gens, la topographie, c'est quelque chose qu'on est habitué à voir, qui est visuel, qui est évident.
elle va permettre de réinterpréter cette donnée, de la rendre concrète et de mettre au cœur du débat des enjeux que sont le dépeuplement des campagnes, la métropolisation, la concentration des services, des biens, des richesses. La Médioséanée, ça c'est une autre carte qui est l'idée d'inverser les reliefs. Inverser les reliefs, ça veut dire que la bathymétrie, donc la profondeur sous-marine, va se transformer en altimétrie, elle va devenir montagne, et à l'inverse, les zones qui sont émergées vont devenir immergées, donc ça va devenir des mers. Et donc cette Médioséanée, c'est la Méditerranée, parce que Méditerranée, ça veut dire la terre du milieu. Donc là, la Médioséanée, ça veut dire l'océan du milieu. J'ai juste fait une inversion du terme pour aller jusqu'au bout. Et donc dans cette espèce d'île-continent, il faut dire que la Méditerranée, elle s'y prête bien parce que c'est une mer fermée, donc quand on l'inverse, ça fait une île presque fermée. Cette île-continent, elle va proposer des reliefs dingues, parce que la Méditerranée, on s'en rend pas compte, mais elle descend à, je crois, à 4000 mètres, peut-être même 5000, je sais plus exactement. Et donc ça, en inversant, ça fait des pics gigantesques. C'est ce que j'ai dessiné sur la carte. Ça créerait des calottes glaciaires, que j'ai appelées calottes de Hadès, calottes de Pluton, des noms qui convoquent un peu la mythologie grecque, des enfers, des endroits inhospitaliers. Et puis au sud, j'ai des noms plus islamiques ou égyptiens ou phéniciens, qui viennent du Maghreb, qui viennent des cultures anciennes, des berbères. On a aussi quelques noms écologiques comme la Posidonie, cette herbe méditerranéenne qu'on retrouve à faible profondeur. Des termes des peuples turcs, hittites, voilà, toutes ces choses-là qui passent de l'histoire réelle, avérée des peuples, à une toponymie fictive. C'est comme une espèce de manière de ressusciter ces fantômes, quoi, dans une carte un peu fantastique. On a perdu la conscience des lieux, on a abîmé le sentiment géographique. On vit en Auvergne sans connaître les volcans, on vit dans le bocage et dans les campagnes sans jardiner, sans chevaucher, sans se promener, qui dans le temps était très importante. On avait en tête où pousse quoi, les précipitations, les saisons. Alors bien sûr, certains ont gardé ce savoir, heureusement, mais à mesure qu'on passe de plus de temps, et ça c'est les chiffres le montrent, qu'on passe de plus en plus de temps seul, cette conscience elle s'effrite, et c'est pas anodin parce que il faut connaître le lieu pour pouvoir l'aimer, et c'est en l'aimant qu'on va le protéger. Donc il y a une suite logique comme ça qui se fait, et que moi j'essaie de le provoquer par la carte. C'est pour qu'au quotidien on renoue ce lien, on renoue cette espèce de conscience qu'on a perdue. Il y a plusieurs choses, il y a la tertiarisation de la société, il y a le manque de temps qu'on a consacré à ce loisir. On a perdu ce lien affectif qui nous lie avec le territoire par le travail. Moins de gens travaillent dans les champs, travaillent en extérieur. On a aussi abîmé ce sentiment géographique avec la facilitation des déplacements. C'est incroyable de pouvoir se déplacer en avion à l'autre bout du monde de manière relativement abordable. Mais un effet parallèle de ça qui est néfaste quand même, c'est qu'on a la même quantité de temps, mais on a beaucoup plus de facilité à aller très loin. Donc ça divise l'attention qu'on peut passer aux soins de ces choses qui nous entourent, des arbres de notre village, des rivières de notre département. Et donc on va abîmer ce lien, on va le dissoudre en fait. Et pour moi, il est urgent de resserrer ce périmètre d'exploration,
que ça rentre un peu dans l'ordre des choses, quoi. D'abord, on connaît l'endroit où on vit, on le connaît, on l'aime et on le protège. Et après, si on a le temps, bonus, on peut peut-être aller plus loin. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en vivant à Brest, je me balade qu'à vélo, et quand j'ai vendu ma voiture, je me suis dit que je pourrais plus aller à 300 km sur une journée pour faire des photos de cet endroit. Et finalement, maintenant, je vais à 20 km autour de chez moi, je sais pas combien de kilomètres je fais dans la journée, mais mes journées sont aussi remplies, il y a plein de trucs à prendre en photo, il y a plein de choses. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce que les moyens de transport sont complètement biaisés notre perception de l'espace et de ce qui est intéressant, ce qui ne l'est pas, quoi. Donc sans parler de l'avion, là c'est une magnitude supérieure. Ça se ressent peut-être un petit peu dans mes cartes, mais je suis assez éco-anxieux. C'est un mal qui touche notre génération. Et disons que faire des cartes permet pour moi d'évacuer un petit peu. C'est drôle, ça, je joue avec les données, je m'amuse, c'est créatif. Ça permet de transformer cette angoisse, même si ça me paralyse pas au quotidien, j'arrive à vivre avec, mais ça me permet d'en évacuer un petit peu et surtout d'en faire quelque chose qu'on peut communiquer et partager. Et par exemple, un livre que j'ai fait, qui est sorti cette année, qui s'appelle Notre empreinte sur Terre, il va montrer tout simplement notre empreinte sur Terre à travers cartes et infographies, de manière claire, précise et concise. Et donc ça, c'est des cartes qui permettent vraiment d'avoir un panorama précis de ce qui se passe actuellement sur notre planète, quoi. Donc il y a aussi ce volet-là, des cartes qui informent dans des pays qu'on connaît pas. Par exemple, moi j'habite à Brest, c'est dur de voir le changement climatique à Brest. Là, on n'a pas excessivement chaud en été, on manque pas d'eau encore. Quand on habite au bord de la Méditerranée, déjà on peut voir clairement la différence. Quand on habite en Inde, on la voit vachement plus. Ces cartes, elles ont aussi pour objectif d'alerter et de permettre aux gens concrètement d'avoir une idée de ce qui se passe, de manière quantifiée. Le voyage d'une goutte d'eau, cette carte-là, elle reprend un petit peu l'idée des bassins versants. C'est un truc, bassin versant, c'est ma passion, quoi. C'est obsessionnel presque. En fait, si une goutte d'eau tombe à un endroit, elle va suivre un certain chemin. Et donc, je propose aux gens d'imaginer visuellement par la carte ce trajet, ce périple que la goutte d'eau va faire. Si elle tombe dans le sud de la Suisse, la goutte d'eau, elle va aller jusqu'à la mer du Nord. Elle va connaître un grand voyage à travers le Rhin, par exemple. Si c'est pas le Rhin, ça peut être le Danube, peut-être une petite partie du Danube. Et à l'inverse, si elle tombe un petit peu au sud, en Italie, dans le nord de l'Italie, elle va aller vers la Méditerranée. Donc il y a une ligne comme ça qui se dessine entre les deux parties de l'Europe, qui est assez incroyable, qui correspond à certaines frontières historiques, et qui propose de rebattre les cartes, pour réimaginer des cartes, pour se dire, quand on fait son trajet, sa rando du dimanche, on change d'univers, quoi, en passant cette ligne de partage des eaux. Cette ligne de partage des eaux qui va faire se séparer les gouttes d'eau du nord au sud, elle court vraiment de l'Andalousie à Moscou. Elle fait vraiment une grande ligne comme ça, ininterrompue. Ou la carte du maximum glaciaire en Europe, où il y a 20 000 ans, il y avait une calotte glaciaire de 5 km sur la Norvège qui descendait jusqu'au Danemark et jusqu'au nord de Londres. Il y a des fois, pour certains sujets, je vais aller sur l'échelle de l'Europe plutôt, parce que ça permet de mieux comprendre. J'aimerais bien faire aussi une carte de l'Europe en l'an 1, à l'époque où l'Europe était encore plus ou moins remplie de forêts. Je trouve ça vachement impressionnant quand même de se rendre compte que notre continent aujourd'hui, qui est le plus anthropisé sur Terre, le plus artificialisé, il pouvait il y a 2000 ans être complètement naturel en fait. Avec des gens qui vivaient dans la forêt, dans des petits villages,
qui commençaient à domestiquer un peu leurs environs. Gros clash avec l'Europe traditionnelle qu'on connaît, avec cette étendue de forêt quoi, qui recouvre tout, de l'Irlande à la Roumanie, avec un petit peu le nord de l'Espagne, puis après ça devient aride, donc il y a moins d'arbres. Mais j'ai des photos que j'essaie d'un petit peu de croiser avec les cartes. La carte, elle propose un dézoom complet, une vue d'ensemble, quelque chose peut-être d'un peu plus intellectuel, d'informatif, de scientifique. La photo, elle va montrer une vue à hauteur d'humain, quoi. Ça convoque un peu des autres sens, les odeurs, l'humidité de l'air, parce que ces photos, elles sont prises dans le monde entier, dans des contextes climatiques, sociaux complètement différents. Et je me sers des cartes pour faire cette complémentarité. Et les cartes marchent mieux parce que peu de gens se sont amusés à faire ce dont je parlais, à cette espèce d'exercice de piratage de la donnée, de géopoésie, quoi. Et puis c'est bien, ça, parce que quand la carte marche, parce que c'est une idée un peu plus nouvelle, un peu plus créative, les gens finalement vont voir les photos et les deux se nourrissent, je pense. D'autant plus que j'essaie de faire des photos à l'inverse des cartes qui sont très intimes, qui vont vraiment chercher des motifs dans le sable ou des motifs dans l'eau, des trucs très abstraits qui sont pas forcément des grandes photos de paysages très académiques. On a un peu un grand écart entre les deux, mais j'aime bien ce que ça propose, quoi. La poésie, elle se présente d'elle-même dans une thématique, mais pour qu'elle soit perceptible et qu'elle soit mise en valeur, il faut une narration. Et ça, c'est pas le propre du cartographe, mais l'écrivain, le réalisateur, ou ces gens-là qui ont des métiers artistiques, créatifs, vont faire comme le cartographe, ils vont mettre la focale sur cet élément de poésie, et ils vont broder quelque chose autour, un récit, ils vont la mettre en scène. Et pour moi, la poésie, si on prend une rivière, une cascade, un glacier, elle est là. Elle est évidente, mais après, moi, c'est parce que j'ai fait des études de géographie, toute la journée, je lis des livres sur ça, c'est biaisé, donc je connais des gens qui voient un fjord ou une montagne et ça passe au-dessus de la tête parce qu'il faut les amener vers ça, c'est un acquis, je dirais, c'est comme le café, il faut en boire et en boire et en boire, et il faut peut-être quelqu'un pour nous expliquer que le café, c'est pas juste amer, c'est bon, alors après, il faut boire le bon café, c'est sûr, mais je pense pas qu'il y ait de mauvaises montagnes, en revanche, il y a peut-être du mauvais café, mais il y a pas de mauvaise montagne. Et donc c'est à travers cette légère mise en scène, parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop, qu'on peut se rendre compte de la beauté d'une montagne. Il y a aussi un truc qui est non dit, c'est l'histoire du paysage, qui n'est pas visuellement accessible. Il y a certaines traces, on peut voir des plis, on peut voir des fossiles si on va voir de suffisamment près. Et là, pour moi, quand on ajoute ce côté histoire du paysage, paléontologie, quand on parle du dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans, voilà, où Paris c'était une steppe avec des mammouths et des bisons, où il faisait moins 30 en hiver, je trouve ça génial, mais là c'est... Et pourtant c'est là, parce que si on regarde dans le registre fossile, on va trouver des choses. Il y a une poésie à se dire que les paysages changent, qu'ils vont changer, on les fait changer très très vite, là, les pauvres paysages, et ça c'est beau, quoi, aussi. C'est à mi-chemin entre l'éco-anxiété et la beauté, de me dire qu'à moi, à l'échelle de ma vie humaine, qui est un grain de sable, à l'échelle de la vie de la Terre, je vais pouvoir voir un truc qui se passe en normalement plusieurs millions d'années. C'est terrifiant et super cool.
Si les rivières devenaient des arbres, c'est une série de cartes que j'ai faite, qui là reprend un truc qu'on peut pas faire plus ancestral, quoi. Les premières civilisations de l'humanité qui se sont bâties au bord de fleuves peuvent en témoigner, hein. Les rivières, ça fait partie de notre ADN, hein, d'Homo sapiens. On a vécu avec et elles nous ont permis de nous développer. Et j'aime bien, en faisant des cartes des rivières, que les gens puissent regarder les petites branches et s'imaginer marcher à côté. Et puis ça ravive des souvenirs aussi, hein, de promenades le long de l'eau, de tous ces mondes qui naissent comme des fleurs sur les branches des rivières. C'est des rivières, des fleuves arbres, j'appelle ça. C'est des rivières que je représente sous la forme d'arbres en les retournant, en mettant le tronc en bas et les branches en haut, en faisant un cours d'eau principal bien épais à la manière d'un tronc, et en présentant le tout comme une espèce d'arborescence, quoi, de petites branches, de petites brindilles qui se réunissent, et qui en se réunissant forment des plus grosses branches, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au tronc. Et dans tout cet arbre, dans toute cette espèce de structure, il y a un flux qui, dans le cas de la rivière, est l'eau, dans le cas de l'arbre, c'est la sève, et ces deux flux vont chacun transporter un matériau qui est vital et qui amène la croissance de l'organisme. Pour les rivières, c'est les nutriments du sol, hein, les sédiments qui sont arrachés au sol en amont et qui sont transportés par l'eau et qui sont redistribués dans le reste du bassin versant, enfin sur les rives du fleuve, qui permet la croissance de l'agriculture, enfin des végétaux. Et dans l'arbre, c'est la sève en fait, et la sève élaborée qui va prendre aux feuilles leur sucre complexe, qui va l'amener dans le reste de l'arbre pour faire de la croissance, quoi. Donc là, on retrouve ce truc élémentaire, ce qui les blocs, hein, de construction de la vie, hein. Le sol, l'humanité dépend de 1 ou 2 mètres de couche de matière organique à la surface de la planète. Donc là, on peut pas faire plus près du sol élémentaire. Et dans le cas de l'arbre, c'est pareil, c'est absolument vital, c'est la fabrique de la vie. Donc là, il y a le chêne Loire, il y a le peuplier Rhône, le genévrier Indus, le pin Yukon, bon, il y en a 24, et ils sont dans le monde entier. Les cartes sont un peu denses souvent. J'aime bien faire des cartes un peu monumentales c'est dur de s'arrêter parce qu'on a envie vraiment de mettre des noms sur chaque petit lac qui apparaît dans la carte qu'on a faite. Donc elles sont grandes pour permettre aux gens de se perdre dans la carte, d'y passer un peu plus de temps que si c'était une carte postale. Elles font en général un format A2, donc 59,4 x 42 cm. Ça peut aller de A1, qui est vraiment 2 fois le A2, quoi, très grand. Et je descends pas en dessous de A2 parce que c'est bien une carte A2, ça marche bien. Je travaille avec un imprimeur qui est à Saint-Brieuc. C'est un petit artisan qui fait des riseaux, lui, impression riseau et fine art. Fine art, en fait, c'est la technique que j'utilise pour mes cartes. C'est des imprimantes hyper balèzes qui ont, je crois, 12 cartouches de couleurs pour faire des impressions super fidèles à ce qu'on a fait, nous, sur l'ordinateur. Et c'est des encres qui vont durer 60 ans, 70, je sais plus, qui vont pas bouger, qui vont être impeccables. Et en plus de ça, vu que les cartes elles sont pleines de détails, pleines de petites fioritures des fois, ce type d'impression est extrêmement précis. Sur un papier un peu épais en plus, donc tout est réuni, papier et encre fine art pour avoir un rendu parfait d'impression. J'ai un petit projet qui est la route de la pluie. Je propose aux gens un tour de France métropolitaine parmi les différentes pluies de France. Elles ont des différences de fréquence, d'intensité, je dirais même jusqu'à dire de chimie, hein, parce qu'il y a des pluies plus ou moins acides, il y a des pluies qui viennent directement de la mer, d'autres qui ont fait un petit peu de chemin. Et surtout, elles sont mal aimées, les pluies en France. On a souvent cet a priori négatif de la pluie, le mauvais temps, il fait gris, le crachin. Voilà, quand on sort, on se prend la pluie, c'est pas terrible. Moi, j'aimerais bien réhabiliter la pluie, lui offrir aux gens une chance de l'aimer à nouveau. Parce que quand on a la chance, privilège incroyable d'habiter à Brest, on a cette pluie qui arrive avec la force des vagues, presque on sent taper sur les vitres, sur les toits en zinc là de centre-ville où je suis. Et cette pluie, c'est un témoignage quoi de la mer. On sent que c'est de l'eau qui arrive du Gulf Stream, qui a fait des milliers de kilomètres pour nous arriver, quoi. Donc c'est un cadeau qui s'abat sur les toits, qui s'abat sur les rivières, qui va nourrir les paysages, qui va insuffler cette vie, ce flux dans le sol, dans les plantes, pour les animaux, pour les humains. On peut pas habiter près de la mer, aimer la mer et se plaindre de la pluie.
et aimer en plus les forêts bien vertes, bien verdoyantes de Bretagne et ne pas aimer la pluie. Ça va de pair en fait, c'est un package géographique. Et donc cette pluie sur les côtes, elle peut être intense, elle peut être très brutale et s'estomper très rapidement parce que ça arrive par vagues. Alors que quand on habite en Lorraine, par exemple dans les Vosges, on va avoir une sorte de bruit de fond, comme une espèce de houle lointaine, un petit peu plus effacée, qui va être un écho de la pluie côtière, des tempétuosités de l'océan. Donc là, cette pluie-là, elle va arriver, elle va être un petit peu diminuée par la topographie, parce que c'est la topographie qui fait la pluie. Ça, faut se l'imaginer, c'est les montagnes par leur proéminence qui vont faire grimper les masses d'air pleines d'eau. Les masses d'air pleines d'eau, en grimpant en altitude le long des montagnes, elles vont se refroidir. En se refroidissant, elles vont perdre leur pouvoir des rétentions d'eau, donc elles vont lâcher leur eau. C'est pour ça que dans les Vosges, il pleut beaucoup, et qu'en Alsace, il pleut très peu, parce que les masses d'air qui arrivent de l'océan, elles franchissent les Vosges, elles perdent toute leur eau, et elles arrivent en Alsace, en retombant, elles sont complètement sèches. Donc il y a un microclimat dans les Vosges et en Alsace, dans la vallée d'Alsace. Et donc moi, ce tour de France de pluie, je veux proposer aux gens de faire un portrait de la pluie en France, avec la pluie bretonne, la pluie de Beauce, qui est plutôt diminuée, la Beauce est plutôt aride. Après, montrer en montagne comment ça se passe, les précipitations en montagne qui deviennent de la neige, même en hiver. Puis après, aller en Provence, où là, c'est très aride, mais il y a des pluies très fortes en automne, plutôt. Chaque région a sa signature pluviométrique que j'aimerais un petit peu proposer aux gens d'explorer à travers un cheminement comme ça, le long de nos paysages. Et puis sinon, il y a quelques projets, voilà, comme j'essaie de faire une carte du chemin de Compostelle sur lequel j'ai marché cet été, une carte très longue qui ferait 1 mètre sur 20 cm avec le chemin de Compostelle que j'ai fait, donc de Porto à Santiago. Là. Et puis voilà, une espèce d'immersion, quoi, avec des textes autour et puis peut-être des photos, je vais voir. Format très long, très bizarre. Une fresque le long de la côte avec les montagnes, les paysages et toutes ces petites villes là qui ponctuent le chemin. C'était la cartographie poétique avec Perrin Remonté. Réalisation Aurélien Frances, une production de Silence Podcast.